Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci, il est 16h03, vous pouvez nous écouter bien entendu en voiture, vous pouvez nous écouter sur europe1.fr, tiens également pour voir un petit peu la ganache des chroniqueurs qui sont extrêmement élégants, vous le verrez encore une fois. Merci d'être avec nous sur Europe 1, on est ensemble jusqu'à 18h et nous sommes colère aujourd'hui, sachez-le, nous sommes colère, pas Alexis, nous sommes colère, sachez-le, tout le monde est énervé, surtout Gauthier Lebray et moi bien entendu, et même Valérie Benaïm est un petit peu sur les nerfs. On va vous expliquer pourquoi dans un instant sur Europe 1, restez avec nous et je pense que vous allez être autant énervé que nous, j'en suis persuadé. Réagissez au 01 80 20 39 21. Il y a Michel Barnier en ce moment qui parle à l'Assemblée nationale, on va faire un débrief en direct bien entendu et on va vous dire ce qu'on en pense et nous sommes extrêmement énervés. Olivier d'Artigol est avec nous, merci Olivier d'Artigol qui revient bien entendu qui est sauveteur en mer également. C'est un petit peu notre David Hasselhoff d'Europe 1. Il peut secourir n'importe qui à n'importe quel moment. Exactement, merci Olivier d'Artigol. Nous sommes avec Gauthier Lebray également. Je vous adore Cyril. Merci Gauthier. Merci d'être là Gauthier, ça me fait bien plaisir. Ce mauvais Merci Valérie Benaïm. Je suis ravie d'être là également. Merci Fabien Lecoeuf. Bonjour. Ah bah là c'est sûr que dans ces cas-là il est là. Ah bah ça c'est sûr. Allez, merci en tout cas, merci Olivier d'Artigol qui est là. Merci Olivier parce qu'on a eu peur. On a eu peur, il était un petit peu en retard Olivier et je me suis dit que fait Olivier parce qu'il est toujours à l'heure, toujours précis, toujours fringant, toujours frais. avec la fringale également. Toujours frais et pimpant. Voilà, et donc là voilà, j'ai été un petit peu inquiet. Heureusement que vous êtes là parce qu'une émission sans vous, je vous le dis, c'est comme un vélo sans roue. Non mais je vous le dis, ça ne peut pas avancer. Ça roule moins bien. Merci Olivier d'Artigol. Merci Valérie. Par contre, il y a Fabien Lecoeuf qui rit. Fabien Lecoeuf, une émission sans vous, c'est pareil. Mais c'est pas vrai, c'est ma patte de lapin. Fabien Lecoeuf. J'adore quand il est là. Non, c'est surtout qu'aujourd'hui, je vais vous donner la vraie raison de la rupture entre Jean Dujardin et Nathalie Péchalot. Non, ils sont ensemble. Quand même. Oui. Alors, on va déjà parler de Michel Barnier à l'Assemblée nationale. Si ça ne vous dérange pas, parce que il y a quand même des priorités dans la vie. On va quand même prioriser les choses. Excusez-moi. Voilà, merci. Je vous le demande comme un service. Merci. Il est 16h05. On est sur Europe 1. La hiérarchie de l'information. Tout ça. Je vous passerai aux alentours de 19h. Ah bah, je reviens. Ça fera partie de Punchline. Elle va être contente. Merci. Bon. Pour le moment, Gauthier Lebray, nous sommes colère et j'en appelle aux auditeurs d'Europe 1. Dites-nous ce que vous en pensez. On est fou de ce qui se passe. 01 80 20 39 21. J'aimerais que vous expliquiez aux auditeurs d'Europe 1 qui nous rejoignent à 16h06 sur l'antenne ce qui se passe actuellement. C'est inadmissible. Écoutez, on va retenir une chose du discours de Michel Barnier qui a fait au fond peu de mesures concrètes. On va retenir le brouhaha, le chahut, la bordélisation revendiquée de la France insoumise qui a tenu 1 minute 30 avant de mettre justement le bordel au sein de l'hémicycle en brandissant leur carte d'électeur comme si on leur avait volé l'élection et comme s'ils avaient la majorité absolue et comme si c'était à eux que revenait de droit Matignon et le poste de Premier ministre. Donc, bordélisation saison 2, on a déjà eu l'épisode des retraites, on a déjà eu les semaines qui ont précédé la dissolution, les drapeaux palestiniens brandis dans l'Assemblée nationale juste avant la dissolution par Sébastien Delogu. Et là, ils ont fait un brouhaha, ils ont crié, ils ont vitupéré, enfin c'était insupportable. Et en plus, ce n'est rien, parce que nous, on l'a écouté évidemment à la télévision ou à la radio, et ce n'est rien par rapport à ce qui se passe dans l'hémicycle, qui est encore un chahut plus grand. Il y avait un député RN qui m'a confié juste avant que je rentre dans le studio, on va bientôt devoir venir avec des casques anti-bruit, c'est tellement insupportable et c'est tellement anti-républicain, surtout. Toutes les forces politiques font partie de l'arc républicain, très bien, puisqu'elles sont à l'Assemblée nationale. Mais toutes les forces politiques n'ont pas un comportement républicain. Être incapable d'écouter Michel Barnier et de dire après, puisque chaque groupe va pouvoir lui répondre ce qui leur convient et ce qui ne leur convient pas, sans vitupérer et faire du bruit. En plus, on comprend rien parce que les micros ne sont pas sur eux. C'est totalement insupportable, mais bon... Aucune surprise, Cyril. Rien de neuf sous le soleil. C'est le comportement de la France insoumise depuis 2022. Ils sont en train de vitupérer.
Je suis d'accord. Ils sont en train de vitupérer. Oui. Je Olivier je suis D'Artigol, c'est d'accord avec inadmissible. Gauthier dit la réalité de ce qui se passe en ce moment même dans l'hémicycle. Michel Barnier, qui n'était plus parlementaire depuis quelques années, avait été prévenu concernant ce chaudron. Je trouve qu'il a plutôt bien géré. Il a simplement réagi pour la première fois à la 29e minute en disant, quand il dit écoute, respect, dialogue, même si ce respect n'est pas toujours récipiproque, en se tournant vers les bancs de la quand il dit je sais qu'il y a des lignes rouges, parfois elles sont même très rouges. Il a fait 2 petits comme ça pics, mais il est resté, j'ai envie de dire, il a assuré d'une certaine manière avec peu d'annonces. Je ne sais pas, peut-être qu'on y reviendra sur l'émission. On va y revenir. J'ai la liste des députés selon des journalistes sur place qui ont été le plus virulent. Alors attends, on va le dire dans un instant parce que vous restez avec nous sur Europe 1. J'aimerais bien qu'on ait la liste des députés qui ont fait encore du chahut, j'ai envie de dire. Tous de LFI, évidemment. Tous de LFI. D'autant plus que les groupes peuvent répondre après au Premier ministre. C'est ce que je vous l'ai dit. C'est que vous m'écoutez pas. C'est effectivement inaudible. 2 pour les Français qui regardent parce que les Français voulaient évidemment écouter ce qu'avait à dire le Premier ministre. Et donc c'est de toute façon ce qu'ils disent au sein de l'hémicycle, les Français ne l'entendent pas. Donc ça n'a aucun intérêt si ce n'est de créer une sorte de bronca, de brouhaha qui n'a pas d'intérêt réel. Et effectivement, s'ils voulaient aller sur le fond, ils savent qu'il y a un second temps où effectivement chaque groupe parlementaire va pouvoir s'opposer et s'exprimer. Donc je ne comprends pas cette attitude. Non, mais c'est insupportable. Elle n'est pas nouvelle, elle n'est pas surprenante. Bien sûr. C'est leur stratégie depuis 2022, celle du bordel, etc. Et malheureusement, sur un certain électorat, ça fonctionne à plein parce qu'ils sont parfois réélus au premier tour. Les députés les plus radicaux sont parfois réélus au premier tour, comme Sébastien Delogu ou Daniel Obono, par exemple. 01 80 20 39 21, vous nous appelez sur Europe 1. Dans un instant, on va vous donner et vous dire ce qui se passe à l'Assemblée nationale parce que c'est absolument incroyable. On va vous donner des coulisses de ce qui se passe lors du discours de Michel Barnier, le Premier ministre, et on vous donnera bien sûr le nom de ceux qui ont foutu le fichoir, on va dire. On sera sur Europe 1, vous restez avec nous, on revient dans 1 minute exactement, vous réagissez. On aura Marie-Odile aussi en ligne de Seine-et-Marne. A tout de suite sur Europe 1. Il est 16h12 sur Europe 1, bien entendu, on est en direct. Vous nous appelez 01 80 20 39 21 et nous sommes en colère sur Europe 1. Nous sommes en colère avec toute l'équipe. Gauthier Lebret qui a des infos de ce qui se passe actuellement avec Michel Barnier. Dites-nous ce que vous en pensez du comportement de certains députés de la France insoumise, encore une fois, avec ce discours de Michel Barnier qui est fortement perturbé par donc des députés insoumis. Exactement. Bah oui, c'est insupportable. Donc dites-nous ce que vous en pensez. 01 80 20 39 21. On va vous donner les coulisses, puisque Gauthier Lebret a toutes les infos. Il est vraiment, c'est notre taupe, bien entendu, et notre journaliste phare de cette émission, et bien sûr de l'ensemble du groupe et de l'ensemble de l'audiovisuel français. Non, je t'ai plus. Voilà. Donc merci Gauthier Lebret. C'est un plaisir. C'est toujours un bonheur. Vendu comme vous le faites en plus. Vous savez, être à côté de vous, pour c'est moi qui suis à côté de vous. Non. N'inversez pas, Cyril. Non. Vous n'avez pas le sentiment d'en faire un peu trop tous les deux? Non, c'est moi qui suis légèrement derrière vous. Voilà. C'est mesuré. J'oserais même pas dire que je suis à vos côtés. Je suis légèrement derrière vous. Non, allez, dites-nous tout. Alors, je cite des journalistes sur place. Je vais citer Victor Hérault qui est sur place et qui nous dit que les députés qui ont mis le plus, je cite le bordel, parce que c'est la stratégie de la France insoumise, la bordélisation. Clémence Guettet, Mathilde Panot, Manuel Bompard, Antoine Léaumont, qui était dans un CRA il y a quelques jours, et Aymeric Caron. Non. Alors ça allait de rend l'argent, Macron destitution, vous êtes les copains du système, Gabriel Attal était mieux. Il paraît-il que le rire strident aussi, je peux lire sur son compte Twitter, d'Ercilia Soudet, à un moment donné résonné au sein de l'hémicycle. Voilà, donc les députés LFI qui ont mis le plus la pagaille pendant le discours. Il manque il manque de Logu, il manque de Boyard. Bah écoutez, visiblement. Oui, j'imagine. De toute façon, c'est une stratégie de groupe, c'est un ensemble. Ils sont sur la même ligne. Incroyable. Même d'Artigol, franchement, vous n'en avez pas marre. Ils vous font mal, l'Artigol. Non, pas moi, parce que vous avez aussi, Gauthier vient de le dire, vous avez donc les insoumis. Mais sur l'ensemble des autres bancs des groupes politiques, que ce soit le groupe communiste, le groupe socialiste, le groupe écologique, ils sont irréprochables. Socialiste, il y a un respect parlementaire, on écoute la déclaration de politique générale, on réagit après via son président de groupe. Le seul problème que j'ai, c'est comme ils se sont alliés à la France insoumise, compliqué maintenant de... Mais vous avez tellement de députés macronistes élus grâce au Front républicain de second tour. Problème aussi. Un député sur 2 LR est élu dans ces conditions-là aussi.
Ah oui, je le sais, j'ai rien dit. On va revenir sur les propositions de Michel Barnier, puisque Valérie Benaïm est en train de les descendre, mais c'est Gauthier Lebray qui va nous les donner. D'accord. Voilà, vous allez faire un travail conjoint. J'ai bien compris que de toute façon, il y a une sorte de diagonale dont je suis exclu, il n'y a aucun souci. On peut faire un triangle, Valérie, avec plaisir. Gauthier va nous les donner dans un instant. Je voudrais qu'on prenne Marie-Odile en ligne sur Europe 1. Bonjour Marie-Odile, merci d'être avec nous. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour l'équipe. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Marie-Odile? Seine-et-Marne, Coulommiers. Toujours, Coulommiers, voilà. Bien entendu. Oh, j'adore. Ville de Franck-Rester. J'adore le fromage. Voilà, oui, Belle des Champs. Non, voilà. le Coulommiers, j'adore. C'est un très bon fromage. Hein. Bien sûr. Je suis fan de fromage, moi. Ah oui. Ouais, je ferai une émission spéciale d'ailleurs sur Europe 1 dans quelques temps. Merci, je vous inviterai. Marie-Odile, dites-nous tout. Vous avez entendu ce qu'on a dit, vous avez vu franchement. Oui, je suis devant, j'écoute. Hein. Bon, alors, il est évident que le chahut et le bruit étaient un petit peu dissipés à la télévision. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. On entendait des invectives, on entendait des cris, on entendait... Au bout de 3 minutes, c'était déjà le cas. Hein. Bon, comme d'habitude. Hein. On a l'habitude de ces gens-là. Bon, ils sont là pour le bazar. Hein. Pour eux, mais c'est honteux hein, quand même quand on respecte pas quand même le discours de Michel Barnier. Bon, moi je vais vous dire le discours de Michel Barnier. Vous voyez, je suis une femme à la retraite, donc j'ai 70 ans. Et ben ce discours-là, je l'ai entendu 10, 15, 20 fois. Ouais. On va mettre des profs, on va mettre des gendarmes dans la rue, on va réduire la paperasserie, et patati, on va construire des prisons. Et voilà. Tout est parfait, ça va être merveilleux. Mais je pense que Michel Barnier, il va lui falloir 10 ou 15 ans et non pas une année, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est tout. Hein. Donc vous n'êtes pas confiante? Oh ben pas du tout. Comment voulez-vous vivre comme des riches quand on n'a pas un sou? C'est pas possible ça. Elle a bien résumé quand même, parce qu'on va en parler dans un instant. Hein. On aura Quentin Auster, journaliste à Valeurs Actuelles, qui a fait un article et qui dit que la France peut-elle s'effondrer? L'État français peut-il s'effondrer? Ah oui. On va vous en parler dans un instant aussi. Vous réagissez sur Europe 1. Hein. Bah oui, 01 80 20 39. Ouais. Est-ce qu'on va en parler avec Quentin dans un instant? Vous allez voir, on aura des éléments et restez avec nous, ça va être énorme. Hein. On va revenir sur les 2-3 annonces avec Marie-Odile et avec Valérie Benaïm et Gauthier Lebray, les annonces les plus importantes de Michel Barnier. Est-ce que vous pouvez nous les donner, Gauthier et Valérie? Alors, la principale première annonce, c'est sur les impôts. Il y aura bien une hausse d'impôts sur les plus riches et les entreprises qui font le plus de profits. Il a réaffirmé qu'il ne toucherait pas à l'état de droit. Ça, c'est une réponse à Bruno Retailleau. Il dit qu'il faut construire des places de prison, hein, sachant qu'Emmanuel Macron en avait promis plusieurs milliers et ne l'a absolument pas fait. Il dit aussi qu'il y a un véritable problème d'exécution des obligations de quitter le territoire. 100 000 OQTF délivrés dans notre pays chaque année. À peine 10 000 sont exécutés. Et donc, il dit que nous ne maîtrisons plus notre politique migratoire, dont nous n'atteignons plus notre devoir d'intégration. Comment va-t-il faire pour améliorer l'exécution des OQTF? C'est toute la question. Valérie vient de le dire, le SMIC effectivement revalorisé de 2% dans les prochains mois, 1er novembre. Et puis sur les professeurs, puisque notre auditrice en parlait sur l'école, il propose que les professeurs à la retraite puissent reprendre du service pour venir épauler les nouveaux diplômés, puisque vous savez que c'est un métier qui n'attire plus. Le problème de la rémunération est aussi évidemment un problème très important, et donc on fait appel parfois à des contractuels. Je caricature un peu, mais en fait vous êtes bouché le lundi, vous faites 2 semaines de formation et 2 semaines plus tard vous devenez professeur. C'est ça qui existe avec les contractuels, donc ça fâche énormément les professeurs. Sur les retraites, il dit aussi qu'il faudra reprendre le dialogue. Sans vouloir... Je sais pas trop ce que ça veut dire. Sans vouloir... Et puis il ouvre la possibilité de la proportionnelle, mais là aussi, comme disait notre auditrice, ça a été dit 100 fois, ouvrir la possibilité de la proportionnelle, ça veut aussi dire ne pas aller jusqu'au bout souvent. Exactement. Marie-Odile, bon, on va attendre, on va voir, mais bon, on n'est pas, comme vous avez dit, il va falloir du temps. Moi, j'ai pas confiance du tout. Il faudrait un tsunami pour redresser la France. Voilà, c'est tout. Et j'ai peur, j'ai des petits-enfants qui ont 20 ans, vous savez, Philippines, ça me fait très peur. Bien sûr. Voilà. On vit tous dans l'angoisse. Moi, je vis à la campagne, dans une maison isolée, mais le soir, on fait le tour de la maison, on barricade tout, alors que il y a 30 ans, ma porte restait grande ouverte, même le soir, quoi. Oui. Non, mais c'est sûr, on va en parler. On va en parler dans un instant, bien entendu, parce qu'on aura Quentin Auster, un journaliste à Valeurs Actuelles. Je vais vous dire, je me suis fait voler 5 voitures en 15 ans. Ah ouais, quand même.
Ah bah bien sûr, qu'est-ce que vous croyez, c'est facile, hein. Même pour pomper d'essence, ils vous piquent votre voiture et puis vous la retrouvez 200 mètres plus loin, complètement crevée de partout. Ouais. Ils ont Alors pompé justement, d'essence, c'est avec nous, vous savez que c'est un chroniqueur à la télé qui s'est fait cambrioler cette nuit, j'en parlerai tout à l'heure dans l'émission. Ah bon? Ouais, vous allez voir, l'affaire est sérieuse. On en parlera dans un instant, tout à l'heure, bien sûr, à la télé. Merci en tout cas au Marie-Odile d'avoir été avec nous. Pas de soucis, Merci. continuez comme ça. Je vous fais un gros bisou et on vous aime fort. Merci Marie-Odile, merci beaucoup. Allez, bon courage. Salut Marie-Odile. On a Franck avec nous en ligne. Bonjour Franck. On avait Franck qui est reparti. Franck, il est là, il est reparti. Juste, oui, Valérie Ménaïm. Non, mais là où Marie-Odile a raison, c'est-à-dire qu'il y a c'est à chaque fois des annonces qui sont quand même assez vagues. Parce que là, par exemple, notre Premier ministre nous dit qu'il va lutter contre le trafic de drogue et la criminalité organisée, qui va en faire une priorité, mais il dit pas comment. C'est des mots. Donc à chaque fois, voilà, on nous dit, on va lutter, on va renforcer. Il a un très bon rapport sénatorial sur le sujet, sur le narcotrafic. Il vient d'annoncer qu'il pourrait baisser les visas pour les pays d'origine qui ne reprendraient pas leurs ressortissants sous OQTF. On sait que ça a déjà été fait par Emmanuel Macron dans le passé avec l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, et qu'on avait cédé au bout de quelques mois sans avoir une montée des laissez-passer consulaires figurante. Donc on va reprendre le bras de fer avec les pays d'origine sur les visas. Il l'envisage en tout cas. C'est toujours pareil. Je ne vais pas le faire, je l'envisage. Je l'envisage. On a Roland qui est avec nous en ligne sur Europe 1. On est en direct, il est 16h20, on est en colère. À l'Assemblée nationale, c'est un fichoir. Voilà, c'est un mot que j'aime bien. C'est un fichoir total. Il y a Roland qui veut réagir. Bonjour Roland. Roland qui était là, qui n'est pas là. Il est reparti. Il est reparti chez son frère Garros. Oh non. Merci. Oui. Il y a une phrase très importante au début de son discours de Michel Barnier. C'est qu'il a dit les Français ne nous pardonneraient pas l'immobilisme sur les 3 prochaines années. C'est une phrase clé en introduction de son discours. C'est la phrase d'Edgar Faure. L'immobilisme est en marche. Évidemment. Rien ne saurait l'arrêter. C'est la phrase d'Edgar Faure, le cuisiniste. 16 gouvernements. Non, mais c'est une belle phrase. L'immobilisme est en marche, rien ne saurait l'arrêter. Je pense qu'ils sont quand même très lucides de tout ça. Edgar Faure, j'adore ce mec. Il fait des cuisines magnifiques. Il faut dire que l'exercice est difficile pour Michel Barnier. Il ne doit pas fissurer le bloc présidentiel qui fait 160 voix. Tout en donnant des gages, c'est déjà fait, avec Bruno Retailleau. Tout en donnant des gages au Rassemblement national. On a déjà l'aile gauche des macronistes qui est un peu vent debout. S'il vous plaît, pas tous en même temps. On a Roland en ligne avec nous. Bonjour Roland, merci d'être avec nous. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Roland, vous nous appelez d'où pour nos... Saint-Étienne. Saint-Étienne toujours, exactement. Le chaudron vert. Et oui, c'est comme exactement. Ça. C'est comme ça qu'on appelle Fabien Lecoeuvre quand il est rempli de chewing-gum. Merci. Roland, vous êtes énervé comme nous. Franchement, c'est insupportable. C'est insupportable. Et juste avant, j'aimerais faire une petite aparté. J'aimerais vous souhaiter à vous et à Valérie Benaïm de bonnes fêtes de Rosh Hashanah. Oh, merci Roland, ça fait plaisir. Franchement, merci. Vous savez, je ne les passe pas avec Valérie Benaïm parce qu'elle m'a pas invité, mais ça aurait été avec plaisir. Merci Roland, ça fait bien plaisir. Je vous en prie. Alors Roland, vous êtes énervé comme nous. Je suis en colère, Cyril. J'ai écouté tout à l'heure le discours de politique générale de Michel Barnier. Enfin, le début, parce que j'ai pas pu écouter jusqu'à la fin. Mais la LFI, Cyril, fait honte à la République, fait honte aux institutions, fait honte au Parlement, fait honte à la représentation nationale. C'est le cirque, il se couvre de ridicule. Moi, en tant que citoyen français, Cyril, je n'en peux plus. Honte à chaque fois. J'ai honte. Non, mais franchement. L'image qu'on va donner, mais ils brandissent des cartes d'électeurs, Cyril Hanouna. Ils brandissent des cartes d'électeurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ils ont été démocratiquement élus, oui ou non? Ils ont été élus. Mais bien sûr. Il y a des gens qui ont mis des butins dans l'urne. Oui. Donc, ils tendent des cartes électorales pour dire quoi? Qu'ils ont été volés? Non, ils n'ont pas été volés. Ils ne connaissent pas la Constitution, ces gens-là, Cyril Hanouna. C'est le président de la République qui nomme son Premier ministre. Donc, j'ai envie les coups de pression de Lucie Castet, parce que Lucie Castet, à un moment, moi j'ai cru que c'était la première ministre. Elle s'est réveillée un matin, Cyril Hanouna. Elle s'est réveillée un matin, elle s'est dit je vais devenir Premier ministre. Moi aussi, je peux me lever demain matin et dire je vais être Cyril Hanouna, je vais animer TPMP. Avec plaisir, Roland. Mais ça sera plus facile que de devenir Premier ministre. Je vous le dis. Non mais c'est comme si moi je me lève demain. Non mais c'est vrai, je vais être Carlos Alcaraz. Non mais c'est vrai, c'est n'importe quoi. C'est fou. Mais c'est pas possible. Mais au bout d'un moment, il faut que ces gens-là respectent la Constitution. Mais on a compris, Cyril, qu'ils ne respectent rien, la France insoumise. Il y a encore eu un tweet extrêmement fallacieux de Jean-Luc Mélenchon sur Benjamin Haddad. Oui, je sais, exactement. On regarde, on sait ce que ça veut dire, mais voilà, encore une fois, et ça passe crème. Roland, reste avec nous sur Europe 1. Restez avec nous sur Europe 1. On va vous reprendre dans quelques secondes sur Europe 1. On revient dans un instant. On va vous parler aussi de la France. L'État français peut-il s'effondrer? On aura Quentin Auster, journaliste à l'heure actuelle, qui va tout nous expliquer. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête.
Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Vous nous appelez bien entendu au standard d'Europe 1. Et on a Roland qui est avec nous, qui est en ligne, qui est énervé. On a Gauthier Lebray qui a des infos de ce qui se passe à l'Assemblée nationale toutes les secondes, toutes les minutes, toutes les... ça tombe. C'est une agence de presse là. On vous tient au courant bien entendu dès 16h33. On est en direct. Dans un instant, on aura Quentin Auster, journaliste à Valeurs Actuelles, qui va nous dire l'État français peut-il s'effondrer. Et vous réagissez bien entendu au 01 80 20 39 21 sur Europe 1. Gauthier Lebray, quelles sont les news ? Alors, le discours de Michel Barnier s'est conclu, c'est terminé. C'est au tour de la présidente du premier groupe à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le nouveau Front Populaire, ce n'est pas LFI. C'est Marine Le Pen qui s'exprime en premier. C'est étonnant. Non, en fait, c'est la règle arithmétique. La première présidente, en l'occurrence une femme, du premier groupe à l'Assemblée nationale, s'exprime après le Premier ministre. Et c'est donc Marine Le Pen. Donc, on attendait honnêtement plus de mesures concrètes, surtout au vu des fuites de Matignon à la veille du discours de Michel Barnier. Et on a eu peu de mesures concrètes, des grands axes, des grandes priorités, 5 priorités, mais pas de mesures concrètes. Donc évidemment l'école, évidemment l'hôpital, évidemment la police, évidemment la lutte contre l'immigration clandestine, mais au fond, aussi. Voilà, évidemment l'augmentation des impôts pour les plus aisés, comme on le dit depuis 10 jours, et pour les entreprises qui sont ces gens. Qui sont ces aisés? Alors ça, il est encore trop tôt pour le dire. Il a dit qu'il demandait une contribution supplémentaire aux Français les plus fortunés, mais il n'a pas précisé qui étaient les Français les plus fortunés. Et les entreprises qui font le plus de profit. Alors c'est toujours pareil, c'est à partir de combien ? À partir de combien vous êtes une des entreprises qui fait le plus de profit en France, l'un des ménages qui gagne le mieux, voilà. Il a dit grande et très grande entreprise. Sur les très grandes entreprises, c'est là où il y a plus de 1 milliard. Attends, le coup près. Et concernant les particuliers, c'est certainement pour les 1% et les 0,1%. Il y aura des mesures ciblées sur les 1% et sur les 0,1%. Très bien. Qu'est-ce qu'il a me regarder? J'ai terminé ma phrase. Oui, non, mais en fait, tu sais pas, Olivier, tu sais pas qui va être concerné réellement. Non, c'est ce qui se dit. Voilà. S'il vous plaît. On avait Roland en ligne qui voulait terminer. Après, on a plein de gens qui nous appellent. On va prendre Quentin Auster très vite. Oui, Roland. Oui, encore de petites choses, Cyril. C'est que, très sincèrement, et moi je le dis, et j'aimerais bien savoir ce qu'Olivier d'Artigol pense, c'est que pour moi j'ai honte que le nouveau Front Populaire s'est allié avec la France Insoumise. Parce que, pour moi, le nouveau Front Populaire, le Parti Socialiste notamment, le Parti Socialiste est pour moi complice de ce que fait la France Insoumise. Et ce qu'il devrait faire le Parti Socialiste, c'est qu'il devrait se tirer vers le haut et de dire, écoutez, on a vu ce que la France Insoumise donne depuis des mois, et on devrait faire scission, il devrait créer un nouveau groupe parlementaire. Donc ça, c'est la première chose. Et moi, la deuxième chose, Cyril, et je le dis avec cœur et sincérité, en tant que citoyen français, je suis extrêmement triste de ce que dit et de ce que fait la France Insoumise. Je suis extrêmement triste qu'ils ont eu des paroles extrêmement douloureuses auprès notamment des Français de confession juive. Je suis extrêmement triste, Cyril, que la France Insoumise n'ait pas eu un seul mot de peine pour Philippines. Ce qui s'est passé la semaine dernière est dramatique. Ils n'ont pas eu un seul mot de compassion. Ils préfèrent tweeter sur Naël, mais pas sur Philippines. Alors on va me dire, oui, mais Naël et Philippines, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Philippines, elle a rien demandé. Philippines, elle n'avait rien demandé. Elle était tranquillement. Elle avait 19 ans. C'était une jeune fille pleine de vitalité qui voulait continuer ses études, qui voulait vivre et qui s'est fait faucher par la mort. Donc, d'ailleurs, il y a eu une minute de silence à l'Assemblée nationale. J'ai vu, et ça, ça a été très respectable. S'il vous plaît, merci. Oui, c'était très respectable. Je suis triste en tant que Français de savoir qu'à chaque fois, la France Insoumise utilise des termes atroces sur l'État d'Israël, parle d'un État génocidaire, parle d'Holocauste. J'ai vu sur ce que je dis à chaque fois, Roland. On peut être pour un État palestinien sans être antisémite. Bien sûr. Bah voilà. Je crois que c'est le cas de tout le monde ici autour de la table. Mais ceux qui défendent la cause palestinienne avec un propos contestant le droit à Israël de vivre en sécurité et avec des dimensions antisémites, c'est les pires adversaires de la cause palestinienne. Bien sûr. C'est les pires adversaires. Voilà, exactement. On est d'accord. Après, je voudrais répondre à notre auditeur. Bon, bien sûr, il y a eu cette alliance pour les élections législatives suite à la dissolution. Mais vous savez, il n'y a pas qu'un seul groupe parlementaire Nouveau Front Populaire. Il y a plusieurs groupes. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, sous l'ancienne mandature, avait voulu un seul groupe. Il y a plusieurs groupes parlementaires. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais puisque vous avez parlé du Parti Socialiste, le débat est assez vif
au sein du Parti socialiste sur la ligne politique, puisque normalement les statuts prévoient un congrès au bout de 6 mois après les élections législatives. Tout ce qui s'est organisé ce week-end, par exemple autour de Carole Delga, en débat politique, en l'absence de Monsieur Faure, le Premier secrétaire, montre qu'il y a un débat très vif au Parti socialiste et peut-être que les opposants à la ligne Faure peuvent gagner le prochain coup. Exactement. Roland, merci d'avoir été avec nous. Oui, Roland, parce que oui, dites-nous tout, Roland. Très vite. Je fais vite. Hein. Olivier d'Artigol, moi j'entends tout ce que vous dites, mais au bout d'un moment, le Parti socialiste, il n'y a pas la place au débat. C'est fini le débat. Là, il faut des faits. Est-ce que vous vous rendez compte, Olivier d'Artigol, est-ce que vous pensez que c'est normal que le Parti socialiste soit allié avec un parti qui dit déjà le chahut, qui fait honte à la République? Est-ce que vous pensez que c'est normal d'être allié avec des députés? Moi, je crois à la sacralité de la députation. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'on ait Sébastien Delogu qui va chez des influenceurs? Alors c'est très bien, les influenceurs, ça a une audience et c'est respectable. Pour moi, et pourtant j'ai 28 ans, je pense qu'un député n'a rien à faire chez un influenceur. Non, et il doit pas dire frérot. Il doit pas dire frérot. Un influenceur. Il doit pas dire frérot. Vous avez parfaitement raison, mais vous savez, la désacralisation politique, d'autres l'ont joué dessus aussi, à commencer par le président Macron sur certains moments. On va prendre des auditeurs en ligne dans un instant. Merci Roland d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup, et Thierry. Restez avec nous dans 1 minute. On aura Quentin Auster. L'État français peut-il s'effondrer? C'est vrai qu'on est inquiet. On est inquiet économiquement. Il y a beaucoup d'auditeurs qu'on va prendre en ligne également. Et Quentin va tout nous expliquer dans un instant sur Europe 1. À tout de suite. Merci d'être avec nous sur Europe 1. On rappelle qu'on retrouve Pascal Praud tous les jours entre 9h et 9h30 sur Europe 1 du lundi au vendredi. Il est reparti là. Et de 11h à 13h sur Europe 1. Il était passé nous faire un petit coucou dans le studio. Oui, j'adore. Il a fait un débrief formidable. Son débrief ce soir du discours politique général, à mon avis, il va être très attendu. J'adore quand il vient. Allez, il est 16h41 sur Europe 1. On a Quentin Auster qui est avec nous en ligne et vous allez réagir. Il y a beaucoup d'auditeurs qui sont calés. On va en prendre d'autres. 01 80 20 39 21. Bonjour Quentin, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles. Vous avez écrit un article qui fait énormément parler. Ruiné, incapable de protéger les citoyens, l'État français peut-il s'effondrer? Merci d'être avec nous sur Europe 1, Quentin Auster. Bonjour, merci de votre invitation. Merci beaucoup. Est-ce que selon vous, la France est redressable? Oui, je pense qu'elle est évidemment redressable. Après, les chemins pour la redresser sont pas forcément évidents. On le voit bien dans la situation politique actuelle. Mais quand j'écris que l'État peut s'effondrer, en réalité, je parle pas d'un effondrement soudain. L'effondrement, tout le monde peut le constater. En réalité, il est continu, oui. Puisque l'État. On a l'impression que ça s'accélère quand même, Quentin. Première depuis des années. Oui, certainement, sans doute, puisque on le voit avec l'affaire Philippines, qui n'est pas quelque chose d'anecdotique, mais qui révèle une tendance de fond. Ce genre de faits divers entre guillemets se multiplient. On voit l'envolée de la dette avec le montant des intérêts pour la rembourser qui s'envole là aussi de manière exponentielle. Donc effectivement, il y a une accélération du déclin. Et qui me conduit à penser, comme d'ailleurs Dominique Régnier l'a expliqué il y a quelques jours, un politologue sur LCI, il avait dit un État qui perd sa souveraineté, qui n'est pas capable d'assurer la sécurité des frontières et qui n'est pas capable de protéger sa population, c'est un État qui disparaît. L'État, au sens de l'article 3 de la Constitution, sa mission première, c'est d'exercer la souveraineté du peuple. Sauf que la souveraineté, où est-ce qu'elle est quand, pour moitié, on dépend pour le remboursement des intérêts de la dette de créanciers étrangers. Pareil, l'État, il est là aussi pour assurer l'ordre, la sécurité publique. Eh bien, on le voit avec l'affaire Philippines, comme avec tant d'autres victimes de l'insécurité, que malheureusement, pour des raisons souvent très bêtes, administratives, de failles juridiques ou législatives, eh bien, on n'est pas capable de protéger les citoyens. Donc tout ça, je pense que c'est quelque chose qui saute aux yeux. Quentin Auster, et j'en appelle à tous les auditeurs qui nous écoutent sur Europe 1. Il est 16h43. Quand on parle de la dette, la situation budgétaire catastrophique. Excusez-moi, moi, si on m'avait demandé en qui j'ai le plus confiance pour redresser la dette il y a quelques années, vous m'auriez proposé 10 candidats. Je pense que vu d'où il vient, j'aurais choisi Emmanuel Macron. Non mais c'est vrai, j'aurais choisi Emmanuel Macron. D'ailleurs, Mozart. Exactement. Le fameux, voilà. oui. Comment Emmanuel Macron ne peut pas réussir dans ce domaine? Alors, c'est impossible, ou bien c'est quand même curieux, excusez-moi, parce que je suis désolé, c'était pour moi le plus compétent, au moins dans ce domaine, quoi qu'il arrive. Et c'est quand même curieux qu'on se retrouve avec une dette encore plus abyssale qu'elle n'était avant. Et donc ça m'inquiète fortement, Quentin Auster.
Le quoi qu'il en coûte, il est justifié par Emmanuel Macron par des circonstances urgentes comme le Covid, comme la guerre en Ukraine. Sauf que le quoi qu'il en coûte, en réalité, quand on regarde la proportion des dépenses nouvelles qui ont été faites par Emmanuel Macron depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il représente une portion pas infime mais minoritaire des dépenses nouvelles. Donc en fait, Emmanuel Macron, même s'il s'est présenté comme le Mozart de la finance, même si vous lui feriez peut-être plus confiance, ou du moins à l'époque, pour redresser les finances, d'après moi, et les 7 années qui sont écoulées l'ont parfaitement démontré, il est l'incarnation d'une technocratie qui a du mal à réfléchir autrement l'action publique que par faire des lois supplémentaires, faire des normes supplémentaires, faire des taxes supplémentaires, faire des dépenses supplémentaires. Et très peu d'hommes politiques aujourd'hui parlent de bonne gestion de dépenses, de l'efficacité de la dépense publique. Michel Barnier en a parlé brièvement tout à l'heure dans son discours de politique générale. Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, plus on dépense, plus on met de l'argent dans les services publics, plus ils sont défaillants. Donc c'est qu'il y a un problème non pas de moyens, mais de bonne allocation des moyens et de gestion des moyens. C'est un peu un management en fait qu'il manque à la tête de l'État et aussi dans les rouages de l'État, dans l'administration. Olivier d'Artigol. Vous avez raison sur Cyril et vous, Quentin Auster, sur l'idée que quand Emmanuel Macron arrive, il est auréolé de ministre des Finances, son passage par la commission Attali qu'il a fait connaître, l'ancien banquier d'affaires. Bon, on pourrait se dire, il connaît un peu la manière dont ça peut s'améliorer. Sur les 1000 milliards de dettes supplémentaires depuis 2017, on estime à peu près que le quoi qu'il en coûte, la période Covid, pèse pour 1/3 de ces 1000 milliards. Il y a donc 2/3 de la responsabilité propre, comme en temps ordinaire, hors Covid, de la gestion depuis 2017. J'appuie juste sur un sujet, je sais qu'il peut être contesté, ce qu'on appelle la politique de l'offre, c'est-à-dire pro-business, a enlevé à nos recettes fiscales tous les ans 60 milliards. 60 milliards multipliés donc par 7. Je dis simplement qu'il y a là, on nous avait dit ça ferait du ruissellement. Je me demande si sur cette politique de l'offre, tout était justifié ou pas. Certains financements ont dû être utiles à l'économie réelle, d'autres financements sont partis je ne sais où. Vous voyez, là où on a baissé les recettes fiscales en faisant des cadeaux entre guillemets aux entreprises, on a considérablement augmenté les dépenses de l'autre côté. Je prends juste l'exemple de l'hôpital. L'hôpital public, on lui a injecté 30 milliards d'argent public supplémentaire ces 2 dernières années. Et pour autant, cet été, pour la première fois, on a vu des urgences qui fermaient et des patients qui mouraient sur les brancards. Donc ça veut bien dire que l'argent, il est très mal alloué. En fait, on injecte de manière complètement aveugle de l'essence dans un véhicule qui n'avance plus et un réservoir qui fuit. Merci Quentin Auster d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci. Merci beaucoup. Journaliste à Valeurs Actuelles, Quentin Auster qui était avec nous, qui a écrit un article très intéressant. Ruiné, incapable de protéger les citoyens, l'État français peut-il s'effondrer? Merci. Et vous revenez nous voir quand vous voulez, Quentin Auster. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Valérie Bénaïm, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je m'interrogeais parce que... merci Valérie. c'est parce que quand on dit est-ce que l'État français peut s'effondrer, je pense immédiatement à la Grèce, parce que évidemment, il y a cette idée qu'on va aller dans le mur, comme Grèce est allée dans le mur, avec des mesures de restriction qui étaient drastiques et qui ont énormément fait souffrir les Grecs, même si aujourd'hui ils en sont revenus, ils ont réussi à s'en sortir. Mais ça fait peur. J'aimerais qu'on parle d'un petit truc, moi, sur ce qu'a dit Michel Barnier, c'est l'augmentation du SMIC de 2%. Oui. Excusez-moi. Je suis pas d'accord. 2%, chérie, on peut pas augmenter de 2%. Ça fait 30 €. Je suis désolé, les mecs. Je suis désolé, c'est pas possible. Bah oui, c'est pas assez. Bien sûr. Je suis désolé, excusez-moi de vous dire ça. Oui, mais c'est ça. Bah oui, bien sûr. Bah oui, c'est quoi ça? Non, mais je suis désolé. C'est opération blanche. Moi, je veux bien qu'on taxe, comme vous avez dit, les plus riches. Mais, les mecs, je veux qu'on augmente le SMIC plus de 2%. Je suis désolé, excusez-moi de vous dire ça. C'est une priorité. On peut pas augmenter les gens de 2%, les gens qui gagnent le SMIC. D'ailleurs, ça a été l'objet d'un tweet immédiat d'Alexis Corbière. C'est même pas un caddie. Et il y aura en plus un coût, une augmentation du coût de l'électricité. Mais non, mais c'est ça. Mais bien sûr. Donc l'opération fait que le pouvoir d'achat des plus modestes va être amputé.
Mais c'est insupportable d'entendre ça, excusez-moi. Moi, c'est ça qui m'a rendu fou. C'est le truc que je retiens. 2%. 30 € par mois. Alexis Corbière tweet, Barnier annonce triomphalement une hausse de 2% du SMIC, ce qui équivaut grosso modo à 27 € mensuels. Mais surtout, il s'agit seulement de la hausse mécanique du 1er janvier avancée de 2 mois. Bien sûr. Entourloupe indigne. C'est ce que mais ça pour moi, c'est ce que je retiens. Ah, bien sûr. Et je vous le dis, c'est inadmissible. Est-ce qu'on a des gens qui veulent réagir à ça? On a Yannick de Perpignan qui veut peut-être réagir. Yannick, bonjour Yannick, merci d'être avec nous sur Europe 1. Salut Cyril, salut Valérie, salut Gauthier. Merci salut. Yannick. Yannick, vous faites quoi dans la vie? Je suis maçon, je vous ai déjà appelé. Oui, c'est ça. Vous êtes à Perpignan et je vous avais dit que je viendrais en tournoi en juin prochain. Exactement. Voilà, oui. Non mais Yannick, qu'est-ce que vous en pensez? Moi c'est ce que j'ai retenu. Moi, c'est simple, hein, Cyril. Moi, je gagne 2000 € net, d'accord? Donc ça me fait 40 €. 40 €, j'ai environ 90 € de plein pour ma voiture, pour aller travailler par semaine. D'accord? Ça me fait même pas un plein. Quand est-ce qu'un gouvernement va commencer à baisser les charges? C'est le seul moyen pour augmenter les salaires. C'est le seul moyen, sans pénaliser les entreprises, parce que les entreprises qui galèrent aussi, donc qui peuvent pas augmenter comme ça, c'est le seul moyen. Baisser les charges. Moi, je vais vous dire, au niveau du travail, je suis vraiment, on peut dire vraiment d'extrême droite. C'est-à-dire que moi, je mettrais tout à l'américaine pratiquement. Il y a que la santé que je mettrais à la française. À la française. Tout le reste, la retraite, le chômage, tout à la capitalisation. D'accord? C'est-à-dire que tu travailles, tu vis avec le sou que tu as mis de côté. C'est tout. Tu veux partir à 20 ans à la retraite et tu pars à 20 ans à la retraite et tu te démerdes pour vivre. C'est tout. Bien sûr. Moi, je suis comme ça. Bien sûr. Yannick, moi, je vous dis, ce que je retiens, c'est ce SMIC de 2%, augmentation de 2%. Oui. Comment 2% d'augmentation au mois de novembre, 5% d'augmentation du gaz. Mais c'est pas possible. 5% d'augmentation du gaz. Mais c'est pas. Et l'électricité, on en a parlé dans 2 minutes, monsieur D'Artigol. Non, mais c'est pas possible. 30 € net. Non, mais les chéris, on se fout de qui, là? C'est pas possible, ça. Et en même temps, il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Donc, des aides d'énergie, des augmentations plus fortes du SMIC, c'est impossible à financer. Mais des aides aux entrepreneurs pour baisser leurs charges, oui. Oui, alors, ça c'est toujours pareil. Mais même pour les salariés, la différence entre le salaire que va débourser l'entreprise et celui qui va arriver net sur le compte en banque avec toutes les cotisations, retraite, assurance maladie, évidemment les impôts à la source, c'est pas la même, ça c'est sûr. Yannick, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous fais de gros bisous, Yannick. Merci et continuez comme ça. Merci, Yannick. On a Pascal qui est avec nous. Merci, Pascal, d'être avec nous sur Europe 1. Oui, bonsoir, mon Cyril. Merci d'être là, mon Pascal. Vous nous appelez d'où? Je suis à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône. Aubagne, je connais très bien, j'adore. Merci Pascal d'être avec nous. Vous voulez réagir sur la LFI, vous, voilà, qui a quand même été extrêmement, chahut et a créé énormément de chahut pendant pas une minute du discours de Michel Barnier, peut-être la toute première minute qui a été épargnée par le bruit, le chahut. C'est pas possible. Le bordel, parce que c'est comme ça qu'il dit que ça a été nommé par Gérald Darmanin, la stratégie de la bordélisation de l'Assemblée par les députés LFI. Ils n'ont pas arrêté pendant 1 heure. Pascal, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis choqué. Et puis, on arrive dans une époque maintenant, Cyril, où il faut qu'on puisse travailler ensemble. Exactement. Ensemble pour tout le monde, ensemble pour tous les Français, ensemble pour la France. Je vous rejoins sur beaucoup de choses, et encore là, sur le SMIC aussi. Mais il y a un moment donné, on ne peut plus accepter dans la République des comportements comme ça. Ces gens-là, ils nous sont censés nous représenter, puisque ce sont des députés. Ils sont payés par nos impôts qu'on paye. Donc, si à un moment donné, ils sont pas capables de tenir correctement leur poste, qu'on leur enlève un petit peu du salaire, qu'on leur mette un petit peu des sanctions pécuniaires. Et je vous garantis, Cyril, qu'à la fin du mois, vous verrez qu'il y a des choses qui vont changer. Mais si on fait pas ça, on va continuer et on n'avance jamais, en fait. Quand on touche au portefeuille, c'est sûr que ça fait réagir, c'est sûr, Pascal. Pascal, reste avec nous sur Europe 1. On va revenir là-dessus dans un instant. On va revenir sur tout ça. On va revenir sur vraiment, je vous demande de réagir. Augmentation de 2% du SMIC. Appelez-nous au 01 80 20 39 21 sur Europe 1. Pour moi, franchement, c'est une catastrophe. Je vous jure, entendre ça, je préfère qu'ils disent pas d'augmentation, excusez-moi, parce que les gens vaut mieux 2% que 0. Mais non, les gens, arrêtez. Et c'est insupportable d'entendre ça pour les gens qui gagnent le SMIC, de dire c'est se foutre de leur gueule. Excusez-moi, on est sur Europe 1, vous nous appelez, on vous attend 01 80 20 39 21, tout de suite sur Europe 1.
Alors, toute l'équipe m'embête, Émilie. Je vous êtes dissipé pendant que je fais les infos, c'est compliqué de se concentrer. Non, mais je vous dis, c'est Olivier D'Artigol qui n'arrête pas. On s'inquiétait pour vous, c'est tout. Ils n'arrêtent pas de me vanner. Pourquoi? C'est insupportable. On s'inquiète par rapport aux mesures du président fiscal. Oui, bien sûr, parce que voilà. Est-ce que Cyril fait partie des plus aisés? Et on pense que oui. Pas du tout. Allez. Pas, moi. Doute qu'il fasse partie des plus pauvres. Merci Fabien. Merci Fabien. Mais c'est pas pour le rassurer. Alors si lui n'est pas concerné, mais personne ne l'est. Allez, il est 17h03, on marche sur la tête sur Europe 1. Merci Émilie. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être là, il est 17h03 sur Europe 1. Franchement, je demande aux éditeurs d'Europe 1 de venir me sauver face à cette équipe qui en veut à leur chef, j'ai envie de dire, ça me fait beaucoup de peine. Moi qui ai tout donné pour eux. On parle bien entendu de Michel Barnier, il est à l'Assemblée cet après-midi, ça a duré 1h30, il a tout dit. Et moi, il y a un truc qui m'a un peu énervé, c'est l'augmentation de 2% du SMIC, qui représente à peu près 30 € par mois, 30 € net par mois. On va en parler dans un instant, vous nous appelez 01 80 20 39 21. On a pas mal de gens qui veulent réagir. On avait Pascal qui était avec nous il y a un instant. Pascal, vous parliez vous de la LFI puisque beaucoup de députés LFI ont eu des comportements un petit peu moyens pendant cette allocution. Vous maniez l'art de l'euphémisme à merveille. Oui, voilà, c'est vrai. Ils y vont un petit peu plus. L'équipe. Pascal, vous nous parliez de ça il y a un instant. Ouais, c'est un comportement qui est pas digne d'être député en 2024 en France, avec tout ce qui se passe, avec tout ce qu'on connaît, toutes les crises, même internationales, au niveau des guerres. Mon Dieu, quand les gens doivent regarder les infos, même dans les pays d'Europe, mais qu'est-ce qu'ils doivent penser quand ils voient ces gens-là dans l'hémicycle? Franchement, j'ai honte. Pas d'autre mot. On a l'impression qu'il n'y a qu'en France qui se passe ça, Gauthier Lebray. C'est fou, non? Ce niveau de tension dans l'hémicycle. Parfois, c'est vrai que je vois d'autres hémicycles de par le monde, il y a même des bagarres. Oui. Mais dans les démocraties européennes, c'est vrai qu'avoir cette extrême gauche qui est devenue la première force de gauche, puisque c'est la France insoumise qui est au centre de cette coalition du nouveau Front populaire, c'est sans doute inédit parce que c'est vrai que quand je regarde l'Allemagne, gouvernement socialiste Olaf Scholz, il dit qu'il faut fermer les frontières et percer de l'AfD l'équivalent du Rassemblement national. Quand je regarde l'Italie, c'est Giorgia Meloni qui est à sa tête et je vois pas de scène similaire au Parlement italien. Quand je regarde le Royaume-Uni, on a un Premier ministre travailliste qui va justement en Italie féliciter Giorgia Meloni et qui lui demande comment vous avez fait pour baisser l'immigration de 60%. Donc c'est vrai d'avoir déjà, il y a deux choses en fait, il y a deux phénomènes. Il y a l'extrême gauche qui gouverne tout le reste de la gauche et qui est la première force dans ce nouveau Front populaire. Et il y a cette stratégie de conflictualisation, tout conflictualiser, et de bordélisation au sein de l'hémicycle. Et force est de constater que ça porte ses fruits dans de nombreuses circonscriptions de l'Hexagone. Alors, merci Pascal d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à vous et puis surtout continuez comme ça. Merci Pascal. Moi, je suis un nouvel auditeur. Ravi de vous avoir Cyril. Ça me fait plaisir. Pascal, vous écoutiez quoi avant? J'étais sur la RMC. Ah d'accord, et vous êtes venu chez moi. Merci, alors j'adore. C'est ça, en fait, on va dans une zone qui captait pas bien, Cyril, j'ai zappé, hop, la fréquence d'après, mon Dieu, c'est Cyril. C'est incroyable ça, Pascal. J'écoute l'après-midi, voilà, c'est génial. Alors, et sachez que, je le redis à l'antenne d'Europe 1, j'aime énormément mes deux concurrents sur Europe 1, que ce soit Vincent Moscato, que j'aime énormément, et Laurent Ruquier, qui est un ami et que j'aime énormément aussi. Donc ça me fait plaisir, Pascal. Merci d'être là, et voilà, et tout le monde est content. Merci Pascal d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous embrasse et continuez comme ça. Merci Pascal. On est avec Patricia qui est avec nous. Bonjour Patoche. Oui, bonsoir. Merci Patoche d'être avec nous. Est-ce que je peux vous appeler Patoche? Mais allez-y, malgré mon jeune âge, vous pouvez y aller. Vous avez un très jeune âge, Patricia. Vous habitez en Bourgogne, Où exactement? À Dijon. Dijon, j'adore Dijon. J'ai bourlingué à Dijon. Alors, vous savez que j'ai fait mes plus gros résultats de paddle à côté, à Besançon. Ah oui? Championnat de France. J'ai fait demi-finale, troisième l'année dernière en championnat régional. Donc Patricia, je viens tous les ans à Besançon. C'est une région qui vous porte bonheur. J'y serai l'année prochaine en juin, bien entendu, avec mon partenaire Thomas. Patricia, vous vouliez réagir, vous, sur la LFI encore, sur Europe 1? Oui, il y a deux choses qui m'ont... D'abord, c'est la première fois que je téléphone pour réagir, parce que c'est une chose que je ne fais jamais, mais là, je suis tellement horrifiée depuis quelque temps que j'ai dit non, là, il faut que j'appelle. Alors justement, Patricia, est-ce que vous écoutiez Europe 1 avant l'après-midi ou c'est nouveau? Non, j'écoutais, je vais vous dire, j'ai écouté Europe 1
Mais surtout, je vous écoute, vous, depuis peu de temps. Ça me fait plaisir, merci. Parce que je n'ai pas supporté la façon dont on vous a traité sur C8. Merci Patricia, ça me fait bien plaisir. Merci Patricia, vous êtes un amour. Je n'étais pas une téléspectatrice assidue. Assidue. Merci. Je vous regardais de temps en temps. Ça me fait bien plaisir. Et ça vous plaît sur Europe 1, vous êtes content? Super, génial. Bon, sinon je change, vous me dites. Sinon. Non, la France a besoin de vous, là, tous. Merci Patricia. Faut pas rigoler, là. Patricia, l'heure est grave, les enfants. Ça, je vous le confirme. Patricia, vous restez avec nous sur Europe 1. Pour Patricia, c'est scandaleux ce qui se passe. Elle sera avec nous dans un instant. Il y a Fabrice également en ligne. On a le numéro 01 80 20 39 21. On vous attend et réagissez. J'aimerais aussi avoir des gens sur le SMIC, augmentation du SMIC de 2%. Qu'est-ce que vous en pensez sur Europe 1? Vous nous le dites. 17h08, on se retrouve dans une minute. Il est 17h10 sur Europe 1. Vous réagissez 01 80 20 39 21. D'Artigol, qu'est-ce que vous pensez de ce que j'ai dit? Cette augmentation quand même de 2% du SMIC, c'est quand même, excusez-moi, je peux pas entendre des Français, je peux pas entendre 2%, ça me fait mal au cœur. Combien de personnes qui vont entendre cet extrait, cette annonce, vont se dire mais on nous méprise en fait. Oui. Parce que c'est d'abord bouffé par l'inflation, c'est une hausse automatique. Il y aura des annonces qui vont impacter, on l'a dit, le pouvoir d'achat des plus modestes, notamment la taxe sur l'électricité. Et vous savez, quand vous avez un SMIC, on a beaucoup de témoignages. C'est que les gens nous disent après, on n'a plus les petits bonheurs de la vie. Mais bien sûr. C'est-à-dire que c'est fini. C'est-à-dire on n'a plus, ne parlons même pas des vacances, il y a beaucoup de Français qui ne peuvent plus partir, mais c'est le cinéma, un petit resto, c'est-à-dire le reste à vivre qui en fait la dignité d'une vie. Fait qu'on se prive des tout petits plus. Et donc, mais attention, Olivier, rappelez-vous les gilets jaunes, rien n'a été réglé. Mais rien n'a été réglé concernant la gilet jaunisation. Olivier, moi je vais vous dire, on a 17% des salariés français au SMIC. Mais oui. Jamais il y en a eu autant. Mais je vais vous dire, moi Olivier, si vous êtes intelligent, contrairement à pas mal de gens que je fréquente. Moi, vous m'avez pointé du doigt tout à l'heure, vous avez dit, Cyril, les impôts vont augmenter pour vous. J'ai aucun problème à ce que les impôts augmentent. Je suis extrêmement content. Seulement, j'aimerais qu'on me dise, voilà, ce que tu as donné, bien, ça va servir à, je sais pas, 1000 personnes qui, au lieu de gagner le SMIC et avoir une augmentation de 2%, vont avoir, je sais pas moi, 200 € en plus par mois. Normalement, ça devrait se passer comme vous le dites. Mais moi, c'est ça que je voudrais. C'est ce qu'on appelait le ruissellement. Je suis désolé, Olivier. Moi, quand je vois qu'ils vont avoir 30 €, des personnes qui sont étranglées. 27 €. Ils vont même pas les avoir, Cyril. Mais je sais, ils vont même pas les avoir. Et ça concerne 3 300 000 personnes en France. Mais ça me rend fou. Olivier, demain, on me dit, voilà, on va augmenter tes impôts de temps. Mais voilà ce que ça va. Mais tu vas avoir, je te dis n'importe quoi, 1000 ou 100 personnes qui vont avoir 300 € de plus par mois des personnes qui viennent le suivre. Et je dis, mais avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Mais là, on va augmenter les impôts. On ne sait pas où ça va aller. Rien ne va aller. Et les personnes que j'ai envie d'aider, les personnes qui travaillent, qui se réveillent tôt, qui gagnent le SMIC et qui vont avoir 27 € de plus, c'est même pas 27 € de plus, c'est honteux, je suis désolé. J'en ai marre de voir des Français qui galèrent, qui travaillent et qui galèrent et qui sont malheureux. Ça me rend fou. Je veux payer tout ce qu'ils veulent, voilà, avec plaisir, je veux payer, voilà. Mais je veux aider les Français. Je veux aider les Français directement. Qui est maire d'une ville, la banlieue parisienne très populaire, me dit il va y avoir des émeutes de la faim bientôt. Ça ne passe plus. Bien sûr. Ça ne tiendra pas. On a Patricia donc, qui était en ligne avec nous. Patricia, vouliez-vous réagir sur la LFI aussi? Il n'y a pas que la LFI. Le SMIC, c'est pareil. Bon, déjà pour la LFI, je trouve que c'est absolument scandaleux dans une république française, une assemblée, de voir de tels comportements. Il devrait y avoir une loi interdisant ce genre de comportement. C'est pas possible. J'ai des amis de gauche, ils sont outrés, mais ils en peuvent plus de la honte qu'ils ont avec ces gens-là. Et j'en arrive à me dire, parce que c'est tellement gros, c'est tellement énorme, j'en arrive à me poser la question, est-ce que ces LFI ne sont pas instrumentalisés, attention à ce que je vais dire, ou payés par un groupe quelconque, parce que c'est pas possible. Non, ils sont comme ça. J'ai des amis aux quatre coins du monde, ils me disent, mais vous êtes devenus fous, les Français. Non, mais c'est ce qu'on dit, et c'est ce qu'on me dit également à chaque fois. Mais non, Gauthier Lebray va vous répondre, non, ils sont pas du tout payés. Non, c'est une stratégie politique assumée. Comment il s'appelle, Jean-Luc Mélenchon
été filmé à son insu il y a une dizaine de jours. Et il dit les classes populaires abandonnées, il faut juste prendre les quartiers et la jeunesse. Les ouvriers, ça les intéresse plus. Et ça a annoncé la rupture avec François Ruffin, parce que les classes ouvrières, vous vous rendez compte, elles sont passées chez Marine Le Pen. Bah oui, parce que la gauche ne leur parle plus. Et donc, il y a des exceptions. Il y a Fabien Roussel qui a envie d'aller reconquérir les classes ouvrières. Il y a François Ruffin qui dit réconcilier la France des tours et la France des bourgs. Mais c'est pas du tout la stratégie de la France insoumise. Ils veulent les quartiers et la jeunesse. Le reste, ça ne les intéresse pas. Merci, Gauthier. Oui, mais le problème, c'est que plus ça va, plus c'est pire. Bah oui, c'est sûr. Plus ça va, plus c'est pire, parce que il y a tout qui s'enchaîne. On est contre la police, la justice est aplatie complètement. Mais Patricia, on se demande où on est. Mais moi, je n'ai plus marché sur la tête. Ils ont tous fumé la moquette, c'est pas possible. Patricia, leur stratégie, elle est simple. Leur stratégie, elle consiste à se dire, il faut qu'on soit au deuxième tour en 2027. Et ils se disent, on va aller ratisser où personne ne ratisse. Et peut-être qu'en ratissant où personne ne va, on va peut-être avoir les 20%, 19%, 21%. Il a fait 22 là. Exactement, ou 23% qui vont nous amener au deuxième tour face à Marine Le Pen ou Jordan Bardella. La stratégie, elle est aussi simple que ça. Ouais, parfaitement. Ils se disent, il va rester une place en finale en 2027, puisque Marine Le Pen et Jordan Bardella, ils seront... Et donc voilà, donc il restera une place. Et ils se disent, si c'est nous, on a peut-être une chance d'accéder au pouvoir. Et ça peut marcher. Exactement. Et ça peut marcher, exactement. Et en attendant, on fait du chaos. Je pense que c'est exactement ce que vous venez de dire. Un second tour face à Marine Le Pen. Je pense que Mélenchon ne se dit pas encore qu'il peut gagner face à elle, mais que si elle accède au pouvoir, après, lui, évidemment, il fera tout pour que ça soit le chaos, pour que ça soit le conflit permanent. Et avec l'addition Marine Le Pen plus conflit, il peut y accéder. Il a théorisé, je pense, le fait que pour qu'il accède au pouvoir, il faut que Marine Le Pen y soit juste avant lui. Ou bien il peut se dire aussi qu'il peut gagner au deuxième tour contre Marine Le Pen. Il se dit peut-être qu'il va y avoir encore un nouvel élan populaire, un républicain comme ils disent. Voilà. Le second tour est gagné maintenant en France par celui qui est le moins rejeté. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est davantage rejeté mais c'est sûr. que Marine Le Pen. C'est sûr, c'est certain. Ce qui n'était pas le cas il y a encore 10 ans. Mais c'est sûr. C'est ce qui s'est passé sur les 10 dernières années. Je suis d'accord avec vous, Olivier d'Artigol. Patricia, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie et c'est vrai que c'est déprimant tout ça. Merci Patricia, merci. Je vous fais de gros bisous. Je voulais dire aussi, si vous m'accordez 30 Bien secondes. Bien sûr. Pour rebondir sur le SMIG, il y a une chose aussi qui est honteuse. Moi, je suis dans une région où il y a personne ne le sait, personne n'en parle. Je suis dans une région où il y a des jeunes qui sont agriculteurs qui se suicident tous les jours parce qu'ils n'arrivent pas. D'accord. Mais c'est ce que je dis, Patricia. Il y a des retraités dont je suis, d'accord, qui perdent depuis 2013, qui ont perdu 100 € par mois de leur retraite. Sur une petite retraite comme la mienne, je ne suis pas imposable et on me retire 4 CSG. C'est inadmissible. À plein de choses. Alors je veux bien balancer de l'argent à tout le monde. Mais commençons par, on rajoute de la misère sur la misère, mais c'est criminel tout ça. Et je vais vous dire, mais c'est ce que je disais, Patricia, il y a un instant sur Europe 1. Moi, demain, on me dit, Monsieur Hanouna, vous allez payer beaucoup plus d'impôts, mais je vais vous dire, ce que vous allez donner, il va y avoir tant qui va aller à des agriculteurs qui sont en difficulté, tant à des retraités qui sont pas bien, ou tant à des jeunes qui travaillent de 8h jusqu'à 19h et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Oui, là, avec plaisir, on va payer des impôts, on va payer des impôts en plus, Patricia. Mais on va payer des impôts en plus, on sait même pas où ça va aller. Je suis désolé, il y a rien qui va. C'est ça le problème. Le problème, il est là. C'est qu'on tous les gens, je pense, tous ceux qu'on appelle les aisés, comme on a dit, comme on les appelle ici, les aisés, je vous le dis, ils seraient tous prêts à aider des Français en difficulté, des retraités en difficulté, des agriculteurs en difficulté, des gens qui prennent le SMIC et qui sont en difficulté, des familles entières où il y a le papa et la maman qui travaillent et qui ne s'en sortent pas, avec plaisir. Mais là, ils vont encore aller taper dans les plus grosses fortunes, mais je vais vous dire ce qui va se passer. C'est pour la dette. Mais c'est pour la dette. C'est pour la dette. C'est pour les intérêts de la dette. Bah oui, mais c'est insupportable. Où cet argent va aller et plonger la dette et ses intérêts. Je suis désolé, c'est insupportable. À un moment. Les milliards de gaspillés. Bah oui, un moment, Patricia, il faut faire mâcher la planche à billets pour les Français. Pour les mettre directement dans la poche des Français. Je suis désolé. Il y a un tiers des agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté. Bah moi, malheureusement, Patricia, je peux rien faire. Moi, j'essaie de donner des idées, mais vous savez, moi, voilà. Non, heureusement que vous êtes là. Heureusement. Bah merci, Patricia, mais je vous jure, ça me rend fou. Moi, ça me rend fou.
Ah, mais il n'y a pas que vous, hein, il n'y a pas que vous, croyez-moi. Hein. Je vous jure, j'ai tellement de peine pour beaucoup de Français. Non, mais revaloriser le travail. Bien sûr. Revaloriser le travail. Cyril. Oui, Olivier D'Artigol. Il faudrait se fixer 2 priorités. Prendre par exemple le pouvoir d'achat et la sécurité et ne faire que ça pendant 6 mois. Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est bien qu'il l'avoue parce que généralement il l'avoue pas. Il l'avoue pas. Ah, on l'adore. Merci Patricia. Vous voulez que je vous raconte une anecdote? Je le sors tous les jours à toutes les émissions. Je peux vous raconter une anecdote sur Olivier qui fait tout le temps ça. On fait la liste ici chez vous à 16h. Des potentiels ministrables. Ouais. Et le soir, il fait l'heure des pros avec Pascal. Et il sort la liste. Et Pascal, il est bouche bée. Il dit, mais comment vous avez vu cette liste? Et il dit, bah, c'est un croisement d'informations, etc. Et moi, j'envoie un texto à Pascal. Je dis, mais c'est moi qui ai donné cette liste. Et Olivier l'a en direct. Il s'est fait fumer en direct. Il s'est fait prendre la main dans le pot de confiture. Ça a donné une séquence extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Patricia, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à vous. Je vous fais de gros bisous, Patricia. On a Miloud. On a Miloud qui est avec nous en ligne. Bonjour Miloud. Bonjour. Bonjour Cyril. Merci Miloud d'être avec nous. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle du Nord. En fait, je suis sur l'autoroute. Je reviens d'avoir été vendre des services et des produits à des Belges. Ah, des Belges. Voilà. Alors, je me suis battu avec les clients et quand j'entends 2%, ça me... J'ai une petite question, si vous permettez. Bien sûr, Cyril. Miloud, tout ce que vous voulez, dites-moi. Pour Monsieur D'Artigol. Ah, très bien. Présent. Depuis 2022, combien l'augmentation du SMIC en pourcentage? En pourcentage, on n'a eu que l'augmentation automatique. Non. Si. Combien depuis janvier 2022 l'augmentation du SMIC, Monsieur D'Artigol? Mais l'inflation est à peu près entre 5 et 2, donc vous rajoutez l'augmentation automatique. Mais qui pour moi n'est pas une augmentation. Ça fait combien? Ah mais j'ai pas l'addition, vous allez me la donner. 10%. Combien? 9,98. Oui. 9,98 exactement. Combien? 9,98. Oui. Auquel il faut rajouter les charges. Donc il est opposé à l'augmentation. Eh bien, nous on en a marre. Non, Miloud, il y a des exonérations de charges au niveau SMIC. Parlons-en des exonérations. Non. Vous n'allez pas me la faire. Hein. J'ai essayé. Vous n'allez pas me la faire. J'adore Miloud. Vous nous créez des impôts, vous nous créez des charges. Après, vous dites, non, on en a fait trop, donc on va retirer. Mais on ne les retire pas complètement. On fait une exonération. Oui. Provisoire. Et puis derrière, vous avez des gens comme vous qui disent les patrons ont eu 200 millions d'exonération. Mais qu'est-ce que c'est? 200 milliards, pardon. Oui, 200 milliards d'aides aux entreprises par an. Oui, d'aide aux entreprises. Mais non, c'est de l'argent que vous nous rendez, que vous nous avez volé. Je pense d'ailleurs que des entreprises n'en ont pas besoin, notamment celles qui vont vers de la financiarisation, et que les PME, PMI, elles en ont besoin. Je suis une PME, mais voilà, je suis une PME. Oui. Voilà. Alors, moi, je préférerais les donner aux salariés. Vous voyez? Oui, mais c'est ce que j'ai dit, Miloud, il y a un instant. Je préférais les donner, mais sans charge. Oui. Ah bah oui, je suis d'accord avec vous. Exactement, sans charge. Après, j'avais une petite question aussi pour M. D'Artigol. Apparemment, c'est une interro surprise pour lui. Combien de fonctionnaires c'est en France qui sont au SMIC? Il y en a énormément, monsieur, parce qu'il y a en plus les... Il y a 5 500 000 fonctionnaires à peu près. Il y en a combien? Plus que ça. C'est Fabien Lecoeuvre. Mais je parle toujours en hors taxe, moi. Non, si on prend la catégorie C, des fonctions publiques, qu'elles soient territoriales, hospitalières ou d'État, les gens gagnent très peu, vous savez. Très peu. Ils ont le SMIC. Oui. On peut pas le payer en dessous. Quoique l'État, parfois, fait... ce sont des bandits, parfois. Donc, il y a des branches professionnelles, en trop grand nombre, qui sont en dessous du SMIC. S'ils augmentent de 2% le SMIC, s'ils augmentent de 2%, ou s'ils augmentent de 10%, est-ce que vous êtes d'accord que c'est une charge en plus pour l'État? Bien sûr. On n'a pas dit qu'il fallait réduire les charges? Oui, mais est-ce que vous comprenez bien que pour relancer la croissance française, il va bien falloir que les gens puissent vivre avec leur salaire. Alors, s'il vous plaît, ils ne peuvent plus vivre avec leur salaire. Miloud et Olivier D'Artigol, on va se retrouver dans un instant, les chéris. On fait une petite pause de 2 petites secondes. Et on se retrouve. Là, j'ai du boulot, il faut que je rentre. Non, c'est pas vrai, Miloud. Miloud, vous nous rappelez quand vous voulez. Vous êtes le bienvenu sur Europe 1. Franchement, avec grand plaisir. Alors, j'ai un petit coucou à vous faire. Dites-moi. J'ai un petit coucou à vous faire pour Cébit.
Oui, merci. Soutien, surtout. C'est un amour, Miloud. Et continuez comme ça. Je vous fais d'énormes bisous, Miloud. Merci, vous me rappelez quand vous voulez sur Europe 1. 01 80 20 39 21, vous nous appelez. On arrive dans un instant, on continue à parler de tout ça, tout de suite sur Europe 1. Si vous nous rejoignez sur Europe 1, il est 17h32. On parle bien entendu de Michel Barnier. Michel Barnier qui était à l'Assemblée nationale, qui a donné un discours de politique générale. Et il y a plusieurs choses qu'on a retenu déjà. Le tohu-bohu qui a été fait par les députés LFI, qui ont brandi des cartes d'électeurs dans l'hémicycle, qui ont bien sûr interpellé Michel Barnier, qui ont crié, qui ont gesticulé. Ça, il y a énormément de gens qui veulent réagir au 01 80 20 39 21. Et puis, il y a également cette histoire de SMIC, augmentation du SMIC de 2% a priori, qui ferait 27 €. Alors, bien entendu, augmentation du SMIC, qui c'est qui va prendre dans la gueule encore ? Eh bien, ça va être les chefs d'entreprise aussi. Et mine de rien, ça va rien ramener à ceux qui gagnent le SMIC. On aimerait une augmentation bien plus importante pour les personnes qui gagnent le SMIC, mais on aimerait aussi, bien entendu, que les charges et tout ce qui est sur cette augmentation, qu'il n'y ait pas de charges pour les entreprises. Que ça n'impacte pas les entreprises. Comment vous voulez qu'ils fassent, les mecs ? Ils sont déjà étranglés. Mais non, on veut continuer à presser le citron. Et à un moment, les mecs, comment vous voulez qu'ils aient envie de créer des entreprises ? Comment vous voulez qu'il y ait des jeunes qui ont envie d'entreprendre ? C'est impossible. Les normes, toutes les normes. C'est impossible. Vous parlez à n'importe quel restaurateur et vous explique le nombre de normes qu'il a pour la taille des fourchettes, la taille des toilettes. On a l'impression, je vous jure, qu'à chaque fois, on veut créer un truc et se tirer une balle dans le pied derrière. Je vous jure que c'est incroyable. Alors Michel Barnier a annoncé, c'est un sujet sur lequel Gauthier était intervenu lors d'une émission précédente, Michel Barnier a annoncé une remise à plat des surtranspositions européennes qui, par exemple, étranglent totalement les agriculteurs. Ça, c'est bien. On en avait parlé. Donc, si ça c'est fait, ça va dans la bonne direction. Exactement. On a Sébastien qui est avec nous en ligne, qui était là il y a un instant. Alors, non, Sébastien, oui, qui était là, qui est un artisan, c'est ça. Bonjour, Sébastien. Merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Bonjour, Cyril. Vous habitez où, Sébastien ? Vers l'aéroport de Grenoble. Je connais très bien Grenoble, la petite cuvette. Ouais, c'est ça. Exactement. Bah oui, j'adore. Grenoble, on est plus vers les Champs-Marans. J'adore là-bas aussi. J'ai sévi là-bas. J'avais une jeune femme qui me cherchait un petit peu là-bas. J'ai pas envie d'en parler. C'est Georgina. Georgina. Exactement. Georgina, que j'embrasse. Sébastien, vous nous écoutez souvent sur Europe 1 ? Ouais, j'écoute dès le matin, Pascal Pro. Bien sûr. Voilà, un ami, après vous enchaînez. Après, je navigue avec d'autres stations pour avoir différents. Et vous revenez à 16h ? Vous revenez à 16h quand même pour m'écouter ? C'est ça. Ça me fait bien plaisir. Ça me fait bien plaisir. Sébastien, vous faites quoi dans la vie ? Donc, je suis charpentier. 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 Ça, c'est des métiers que j'aime, je vous jure, Sébastien. Mais vraiment, c'est des métiers que j'aime, mais je vous jure que c'est vrai. C'est exceptionnel. Voilà, ça c'est. J'adore. Voilà, franchement, c'est une passion, non ? Oui, c'est une passion. Moi, j'ai attaqué à 14 ans en apprentissage. Ouais. Je suis arrivé dans la boîte la boîte où je suis patron. Je suis arrivé à 20 ans dans cette entreprise et en 2015, je l'ai repris. Donc ça fait 28 ans que vous êtes là-dedans. C'est ça. C'est ça. Sébastien. Donc on a eu le temps d'en voir les choses. Exactement. Alors vous êtes chef d'entreprise, vous êtes artisan chef d'entreprise, c'est ce que vous nous avez dit. Oui, je suis artisan chef d'entreprise. Et en ayant gravé tous les échelons. Oui, et puis on a eu presque une quinzaine de salariés. Maintenant, j'en ai plus que 3. Bah oui, parce que ça vous coûte trop cher. Ça coûte trop cher, et puis surtout, c'est qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre et de gens qualifiés dans ce métier c'est un réel désastre. Mais Sébastien. C'est un réel désastre, et là, on parle du SMIC, mais moi, une personne qui a la motivation, qui a aucune connaissance, au bout de 2 ans, il va toucher net entre 1 800 € et 2 000 €, quoi. Oui, c'est sûr. Mais vous venez de dire quelque chose, Sébastien. On a l'impression que c'est le même problème dans tous les secteurs. Vous venez de dire, on a un problème de main-d'œuvre, on a un problème. Mais c'est incroyable. Le secteur, en Rhône-Alpes, il y a beaucoup de boîtes qui ferment justement parce qu'il y a plus de salariés. Vous vous rendez compte ? Non, est-ce que vous vous rendez compte ? Il y a plus de salariés et à des salaires sans expérience, sans emploi, sans diplôme. Vous pouvez frôler les 2 000 €. 2 000 € net ? Oui. C'est incroyable. Non, mais c'est-à-dire que c'est incroyable contre personne. Mais comment se fait-il ça ? On trouve personne, et puis on va parler un peu des charges, parce que donc on parle des charges courantes qu'on a
l'URSSAF, bah oui. Les assurances. Vous voyez, moi, en décennale, une petite entreprise comme moi de 5 personnes, on développe 500 à 600 000 euros de chiffre d'affaires. Je me retrouve avec une décennale où, toute assurance comprise, je suis à plus de 23 000 euros par an. 23 000 euros par an. Et en fait, 2 000 euros par mois, sur le bilan, bah oui. voilà. Sur le bilan, quand vous faites sur 12 mois, vous avez 2 mois qui servent à payer les charges. C'est ça. Toutes comprises. Bah oui. 2 mois de travail. Non mais c'est ça. Vous vous rendez compte. Et après, c'est pas que vous roulez sur l'or, hein, Sébastien, hein, je le sais. Hein. Bah non. Bah bien sûr. Alors, je vais faire court parce que je pense qu'il y a sûrement du monde. Non, bah allez-y. Donc ça fait 4 ans où nous on est passé partout. C'est-à-dire que 125% de hausse sur le bois. Ouais. Qu'on a pris par les industriels. En ayant un carnet de commande à plus d'1 an, et ben vous voyez, vous prenez la hausse et puis vous la payez vous. Et puis les tuiles, on a pris 90%. Tuiles, donc c'est-à-dire. Mais ça, c'est des choses qu'on ne sait pas. On a passé 2 ans, on finissait les chantiers, on perdait presque 3 000 euros par chantier. Plus les salaires qui ont augmenté, parce que forcément la main-d'œuvre manquait. Donc le résultat, c'est pendant 1 an, vous ne sortez pas de salaire. Bah bien sûr, et on sait ce que c'est. Pendant 1 an, et moi j'ai eu la chance, c'est que ma femme travaille pas dans l'entreprise, ailleurs. Bah oui. Qui a permis de servir de la maison, c'est incroyable. La famille, quoi. Mais c'est incroyable. Donc, et pourtant, vous travaillez du matin au soir. C'est ça, et que généralement parfois, même des chauffeurs-livreurs qui viennent me livrer, touchent 10% plus cher. Plus que moi. Bien sûr. Mais je vous dis, c'est un cas qui est courant aujourd'hui. C'est ça qui est fou, Sébastien. Ça nous rend fou. Sébastien, vous restez. Je voudrais vous remercier d'avoir été en ligne avec nous sur Europe 1. Votre témoignage, voilà, il symbolise et il symbolise énormément de choses. Les économies, elles seraient tellement simples. Là, c'est dommage tout ce qui se passe à l'Assemblée en haut, parce que nous, dans les petites régions comme nous, quand on parle de Paris, c'est là-bas, on est sur du roi, enfin un État royal. Bah oui. Nous, déjà, à notre niveau, quand on voit les comités de communes, comment elles fonctionnent, vous avez plus de 200 salariés dans les comités de communes où il y en a la moitié, on pourrait réduire un peu les coûts, parce que pareil, on se fait allumer sur les taxes foncières, sur les taxes d'habitation. On a pris 125%, moi, en 2016. Oui, c'est sûr. 125% sur les... J'ai des clients, ils sont en train de regarder pour vendre leur maison, parce qu'ils peuvent plus payer leur taxe foncière. Ils sont passés... Et on est à plus de 1 000 euros de taxe foncière pour une maison avec 5 caisses, quoi. Ah oui. Voilà. Merci Sébastien d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci, je vous jure, et on pense à vous. Et franchement, merci pour votre quand même bonne humeur. Ça fait du bien. Merci Sébastien, vous embrassez votre famille. Après, je pense à tous ces chers députés à 8 700 euros par mois qui nous donnent, qui nous font la leçon. Exactement. De gauche à droite, on les arrose tous. C'est ça. C'est ça. On est complètement d'accord. Merci Sébastien d'avoir été avec nous. Je vous fais de gros bisous. Et vous nous appelez quand vous voulez sur Europe 1. Il y a Audrey qui sera avec nous dans un instant, qui est déléguée syndicale dans une grande banque de France. Et elle va nous parler de tout ça. Vous allez voir, très très intéressant. Audrey, cette auditrice qui nous appelle sur Europe 1, ce sera dans 1 minute. À tout de suite. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Il est 17h42. On est bien entendu en direct. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Et il y a Audrey qui est avec nous, puisqu'on parle bien entendu du discours de politique générale de Michel Barnier à l'Assemblée nationale. C'était tout à l'heure. Ça a duré 1h30. Et il y a quelques... Voilà, on a retenu quelques bribes, on va pas se mentir, surtout que la LFI a foutu le bordel, on va pas se mentir. Et au fond, peu d'annonces concrètes de Michel Barnier, contrairement à ce qui était annoncé par Matignon, 1h30 de discours pour des grands axes, mais pas des mesures très concrète. Allez, une mesure concrète sur chaque axe. L'immigration, on va envisager de baisser les visas pour les pays d'origine qui reprennent pas leurs ressortissants sous OQTF. Vous voyez, c'est un peu tout. La proportionnelle, j'ouvre le débat sur la proportionnelle, la fin de vie. Oui, ça va revenir courant 2025. L'école, je vais mettre des professeurs. C'est pas 20 mesures. Vous voyez, on aurait aimé en fait au bout d'un moment d'avoir un Premier ministre qui arrive avec 20 mesures très concrètes. On va faire ça, 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 ça et ça. Alors on a Audrey. C'est d'ailleurs ce qu'il avait dit. Exactement. Qu'il ferait, on a Audrey en ligne. Elle est déléguée syndicale dans une grosse banque de France et elle va nous parler de l'augmentation du SMIC de 2%. Bonjour Audrey, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. C'est un plaisir. Vous nous appelez d'où Audrey? Je vous appelle de Lille. Lille, quelle belle ville. Ça va, ça se passe bien là-bas? Je vous appelez pour plein de sujets. Mais là aujourd'hui je vous appelle pour le pouvoir d'achat et le SMIC. Vous nous écoutez souvent sur Europe 1? Ouais, tous les jours. Ça me fait plaisir. Merci Audrey. Franchement, vous nous écoutez depuis la rentrée? Vous êtes auditrice d'Europe 1 toujours? Vous avez toujours été une auditrice d'Europe 1 assidue? Je suis une auditrice d'Europe 1 depuis la rentrée. Je vous regarde beaucoup sur TPMP. Merci Audrey. Et en fait, j'ai passé le cap de la radio cette année. Ça me fait bien plaisir. Merci Audrey d'être avec nous. Alors racontez-nous tout parce que votre témoignage, il est important, votre appel.
Dites-nous tout. Vous êtes délégué syndical dans une grande banque de France. J'écoute le discours de politique générale aujourd'hui et j'entends augmentation du SMIC 2%. Oui. Alors, pour moi, c'est mettre un pansement sur une plaie ouverte. On est d'accord. On ne guérira rien avec ce type de mesures. Et je m'interroge. Je ne suis pas économiste, mais je travaille dans une grande banque française. Je suis déléguée syndicale. C'est devenu mon métier depuis plus de 15 ans maintenant. Et tous les ans, je dois m'atteler à aller négocier des augmentations de salaire. On est dans une entreprise qui fait des milliards de bénéfices. Alors, au-delà d'un cliché qu'on peut avoir en France, les salariés des banques françaises et les jeunes banquiers français en dehors des salles de marché ne gagnent pas beaucoup. Ils n'ont pas des salaires élevés. Et aujourd'hui, une entreprise qui fait des milliards de bénéfices n'augmente pas les salaires de ses salariés. Donc, ça veut dire qu'on ne redonne pas du pouvoir d'achat. Bien donc, sûr. on ne joue pas sur l'économie. Donc, même ça, aujourd'hui, il n'y a pas un gouvernement qui va aller appuyer sur un bouton pour réguler ça. Audrey, si je peux en parler avec vous. Moi, je disais un truc la dernière fois. Je disais, il devrait, moi, si. Alors, moi, je ne suis rien. Et je donnais une idée la dernière fois. Je disais, moi, j'aiderais les entreprises qui font énormément de bénéfices. Je les aiderais encore plus. Mais je dirais, attention, si vous reversez pas aux salariés, il y aura une très grosse amende. Et là, vous allez voir, vous allez prendre dans la gueule. Moi, mais moi, c'est ce que je. Mais moi, franchement, pour moi, c'est on aide les entreprises, d'accord. Bonus, malus. On va vous aider. On va vous aider. Ok, il n'y a pas de problème, on va vous aider. On va réduire les charges. Mais les mecs, si on fait un gouvernement Hollande, ils ont voulu aider les entreprises à former et à relancer la compétitivité. Je ne vais pas vous parler du CICE. On a donné des millions d'euros à des entreprises qui font des milliards de bénéfices. Mais oui, mais ils les ont pas reversés. Bah oui. Mais c'est pas contrôlé. Bah bien donc, sûr. À quel moment? Mais Audrey. Si on commençait. Mais Audrey, il faut contrôler. Moi, je vais dire, et moi, je préfère mettre des mecs qui viennent contrôler. Et écoutez-moi bien. Si c'est pas fait, eh ben vous allez prendre un malus de plusieurs millions d'euros. Et vous allez voir si vous n'allez pas augmenter les salariés. Bien évidemment. Bah bien sûr. Et ça serait plus que normal. Bah oui. Donc aujourd'hui, au lieu d'aller taper là où il y a du pognon, je vais le dire comme ça, je devrais pas parler comme ça, mais allons taper là où il y a du pognon. Mais oui, mais oui. Mais non, mais moi je suis d'accord, Audrey. Je suis pas. Non, moi je suis complètement d'accord avec vous, Audrey. J'entendais l'auditeur d'avant dans la banque et dans toutes les banques parce que j'ai une visibilité macro et je prends un peu de hauteur. On n'arrive pas à recruter. Ah oui. On n'arrive plus à recruter. Mais vous vous rendez compte on est donc plus compétitif sur le recrutement en France. Les banques qui font des milliards d'euros de bénéfices et qui sont au CAC 40. Mais c'est ça. À quel moment on va se réveiller? Audrey. Et donc, si on augmentait, je suis pas économiste, mais si on augmentait les salaires de ces gens-là qui font partie de la classe moyenne basse, ils relanceraient peut-être l'économie de ces gens-là. Et on pourrait consacrer les budgets de l'État à aller aider ceux qui en ont réellement besoin. Exactement. Et donc augmenter le SMIC de manière beaucoup plus exponentielle. Mais non. Et aujourd'hui, je ne vois pas d'entreprise, je ne vois pas de gouvernement, qui va traiter ce sujet-là. Alors on nous met des primes, Macron, des PPV, des primes de partage de pouvoir. Non mais, il n'y a pas de partage de valeur ajoutée, il n'y en a pas. Mais Audrey, je suis tellement. Il faut remettre l'argent dans les poches des Français. Je le dis, mais bien sûr. Et quand des entreprises qui se gavent n'augmentent pas leurs salariés, eh ben on va leur taper sur les doigts et on va leur dire les gars, on vous a aidé, mais je vous explique. Eh ben l'amende, elle va être 10 fois plus importante que l'aide qu'on vous a emportée. Et vous allez voir si vous n'allez pas le faire. Bah bien sûr, bah oui. Exactement. Bah oui. Et Cyril, j'étais à la table de ces négociations-là depuis 12 ans. Oui, on ne sort rien. On ne sort rien comme augmentation de salaire. C'est ça qui est fou. C'est fou. C'est fou. C'est d'autant plus fou. Audrey insiste sur une question. D'abord, quand vous êtes jeune conseiller bancaire, que vous commencez votre carrière dans des grandes banques françaises, vous commencez, Audrey, vous me dites si c'est vrai ou pas, mais à 1007, 1008 peut-être. Oui, voire même jusqu'à 2000 euros. Voilà, jusqu'à 2000. Bon, et donc c'est vrai que quand on commence sa vie, etc., ça reste quelque chose de pas terrible. Il n'y a pas d'augmentation. Concernant le CICE, c'est ce qu'on avait appelé la nécessité d'aller vers une traçabilité des aides. Moi, je ne suis pas contre les aides aux entreprises. Je suis pour une plus grande transparence avec une traçabilité. À quoi est-ce que ça a servi? Est-ce que ça a servi pour augmenter les salaires? Est-ce que ça a servi pour des plans de formation? Est-ce que ça a servi pour l'égalité femmes-hommes salariale? Est-ce qu'il y a des choses positives? Ou est-ce qu'ils ont trop appuyé sur le champignon concernant la financiarisation et tous les circuits qu'on peut connaître? Et des gens comme Audrey, c'est très important. Parce que les négociations annuelles sur ces sujets-là, elles sont très dures, même dans les entreprises qui pourtant pourraient redistribuer plus largement. Et donc, il y a un bonus-malus. On aide les entreprises, y compris sur les cotisations, etc., qui font des choses vertueuses pour les salaires.
et les autres, on les pénalise avec un malus. Vous pourrez donner mon idée ce soir sur une autre antenne. N'hésitez pas, c'est votre spécialité d'Artigol. Audrey, je ne sais pas si vous avez remarqué la technique d'Olivier d'Artigol. En fait, je donne une idée et il apprend à son compte derrière. Je n'ai pas entendu parce que là, 2 fois depuis l'émission, il m'a répété une phrase que je venais de dire. C'est un génie. Si vous voulez que je ressens. Audrey, c'est un champion, lui, franchement. Oui, tout à fait. Je me permets juste une dernière remarque. Allez-y. Je suis déléguée syndicale, c'est mon métier depuis plus de 10 ans maintenant. Un salarié, quand il fait quelque chose qui n'est pas conforme au code de conduite, il est réprimandé, il est sanctionné. À quel moment les députés de LFI vont être sanctionnés pour l'attitude qu'ils ont à l'Assemblée nationale? Alors vous avez le règlement à l'Assemblée nationale qui permet à la présidente entourée de son bureau de donner des sanctions. Le seul problème, c'est que maintenant le bureau est majoritairement nouveau Front Populaire. Parce que Renaissance est parti se coucher. Vous savez que c'est fait pas tous en même temps. On a vu aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir systématiquement à l'Assemblée nationale. Donc pour nous, parce que ça va être comme ça et ça ne bougera pas. Vous voulez que je vous dise, Audrey? Je pense que ça va être bien pire même. Je pense que là on a vu, c'était rien là. Je pense que c'était rien du tout par rapport à ce qu'on va voir. Merci Audrey d'avoir été avec nous. Vous nous rappelez vraiment sur Europe 1. C'était un très bon moment et c'était extrêmement intéressant de discuter avec vous. Merci. Et puis ça a permis à D'Artigol de me piquer une idée et ça fait toujours plaisir. Merci Audrey. Merci, bon courage à vous. Merci. On a Fabrice en ligne sur Europe 1. Fabrice. Oula. Fabrice, merde. C'est la plage, ça. Fabrice, il est sur la plage. On va prendre Claire à la place, que Fabrice, on entend très mal. Merci Claire. Fabrice nous rappellera une autre fois Claire qui est avec nous de Charente-Maritime. Bonjour Claire. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous Claire. Il nous reste 2 minutes 22. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Cette augmentation du SMIC, mine de rien, c'est ce que vous allez dire, ça va créer des effets secondaires. C'est ce qu'on disait. On peut pas. On veut augmenter le SMIC bien plus que 2%, mais il faut alléger les charges. Et oui. Bah oui, donc voilà, donc à un moment ça va. Et notre ami le charpentier a tout dit. Bah oui. Et comme vous voulez des exemples de gens qui marchent sur la tête, j'ai mon fils qui est artisan, il a fait une demande de travail, de chômage à temps partiel pour sa secrétaire parce qu'il a du mal à lui donner du travail. Et le problème, c'est qu'on lui demande d'abord un certificat d'un expert comptable qui lui coûte plus de 300 €. C'est incroyable. Donc, il n'est pas sûr d'avoir la subvention, mais il faut qu'il commence par payer l'expert comptable. Non, mais c'est incroyable. Incroyable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Audrey, Claire, vous avez résumé beaucoup de choses avec cette affaire. C'est situation ubuesque. C'est court, mais à chaque fois, quand je vous dis que l'émission s'appelle On marche sur la tête, parce que sur chaque sujet, on se rend compte qu'on marche sur la tête, qu'il y a tellement de travail, tellement de choses à réformer, tellement de choses à revoir, que c'est un travail colossal. C'est pour ça qu'on est extrêmement inquiet tous les jours, et qu'on le dit sur l'antenne d'Europe 1 entre 16h et 18h, mais c'est fou, Claire. C'est fou. Et oui, et comme dit Pascal Praud, ce sont les petits hommes gris qui font tout, mais qui ne s'aperçoivent pas qu'ils détruisent tout au final. Exactement, c'est exactement ça. Vous savez, je suis souvent d'accord avec mon ami Pascal Praud, c'est vraiment tic et tac, lui et moi. Non, mais vraiment, c'est incroyable. Je l'adore. Merci Claire d'avoir été avec nous sur Europe 1. Une seconde, si vous voulez lutter contre les impôts, joignez-vous à l'association Contribuables Associés, c'est ce que je fais. D'accord. Et ils défendent nos droits en matière d'impôts. Merci Claire, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous fais de gros bisous. On prendra Nono et Faïma demain, bien entendu, sur Europe 1, parce qu'on a été pris par le temps, on a eu énormément de monde. Vous nous appelez dès demain 01 80 20 39 21. Merci Fabien Lecoeuf pour votre contribution à cette émission. Merci, mais moi je vous écoute. Quand vous n'êtes pas tous en même temps, j'écoute. Vous êtes un génie, merci. On se retrouve demain, bien entendu, sur Europe 1 dès 16h et jusqu'à 18h. Merci à tous et merci à tous les auditeurs qui ont contribué et qui contribuent au succès de cette émission. Tout de suite, c'est Laurence Ferrari sur CNews Europe 1 avec Punchline.